Allez, normalement, on est connecté, si vous nous entendez. Bonjour à tous. Bonjour David, bonjour Xavier. Bonjour Xavier, S- bonjour Christophe. Salut Christophe, salut David. Bienvenue à notre nouveau webinar, workshop. Aujourd'hui, on a effectivement la chance d'avoir un guest parmi nous, David Bécu, qui vient nous parler de notre relation entre Dell et IQ, puis de la valeur ajoutée Dell dans le monde de la sauvegarde et de la protection de la donnée. Euh, Donc aujourd'hui, c'est le sujet qu'on va vous présenter. L'idée, effectivement, c'est de passer une petite heure ensemble, vous montrer les différentes solutions qu'on a à vous proposer, puis bien sûr, terminer par Christophe et vous faire une petite démonstration de la solution pour vous montrer que ce qu'on vous a raconté d'un point de vue marketing, présentation, fonctionne. Voilà. Le challenge, bien sûr, est pour Christophe et pas pour nous, parce que nous, on aura vendu de la valeur. Maintenant, il faut montrer la valeur. On va essayer. On va essayer? Bon, je propose qu'on puisse démarrer. Donc, effectivement, le sujet aujourd'hui, c'est de parler de la data protection autour de M365. C'est le sujet qu'on va aborder. Faites un petit tour de table. David, à toi l'honneur. Bonjour à tous. Donc moi je suis David Bécu, j'ai en charge la direction France de l'entité Data Protection et Cyber-Résilience chez Dell Technologies. Christophe. Bonjour, donc Christophe Absalon, responsable technique sur la région francophone chez IQ pour la sauvegarde également. Voilà, et puis moi, je suis le binôme de Christophe, effectivement, sur la grande région francophone Europe du Sud. Et aujourd'hui, effectivement, on va essayer de vous présenter déjà en premier lieu un peu ce que fait IQ pour ceux qui ne connaissent pas et qu'est-ce qu'on va apporter aujourd'hui dans ce monde de la data protection, parce que c'est le sujet important qu'on va aborder chez IQ au quotidien. Avec un premier point, c'est vous dire pour ceux qui ne connaissent pas ce que fait IQ aujourd'hui. IQ, c'est une boîte américaine. On est basé à Boston. On a la particularité d'être une entreprise européenne. C'est-à-dire que nos équipes d'ingénierie sont en Europe, en Slovénie pour être précis. On est détenu par des fonds d'investissement qui sont soit financiers comme des BN ou des Accro, mais également des fonds d'investissement technologiques comme Cisco, comme Okta, comme Atlassian. Et IQ va apporter seulement et uniquement des solutions de sauvegarde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ça fait bientôt 7 ans qu'on est là avec Christophe. IQ maintenant commence à être reconnu par les différents acteurs du marché sur les différents produits qu'on va couvrir. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va être reconnu comme une entreprise visionnaire. Alors, pourquoi visionnaire? Et c'est ça qui va être intéressant, c'est la volonté depuis la création d'apporter des solutions de sauvegarde dans des environnements où les éditeurs historiques n'étaient pas obligatoirement présents. Donc, si on revoit un peu la petite genèse d'IQ, on se rend compte qu'à l'origine, on a démarré avec une solution autour des environnements Nutanix. Ça, c'était le début de la création. Pourquoi Nutanix? Parce qu'ils avaient leur propre hyperviseur et qu'on est venu apporter une réponse à la sauvegarde de leur hyperviseur, mais également de l'ensemble de leurs fonctionnalités. On a fait la même chose dans le monde du cloud. Et on a démarré à travers les environnements GCP. Alors pourquoi GCP? C'est pareil, parce qu'il n'y avait pas de solution de sauvegarde sur le marché. Et l'idée, c'était d'apporter non pas une solution de sauvegarde seulement pour l'environnement virtuel, mais également la volonté justement de sauvegarder la partie Kubernetes, la partie bucket, la partie fonctionnalité, le cloud SQL et autres. Donc l'idée, ça a été de couvrir l'ensemble des fonctionnalités. On a fait la même chose après derrière pour les autres cloud providers. Et enfin, on a commencé à démarrer avec la protection du SaaS. Et alors pourquoi le SaaS? Parce que le constat qu'on a pu constater, c'est que les outils SaaS qui étaient mis en place au sein des entreprises, souvent, en fait, on pense, à tort majoritairement, que la solution SaaS vient avec sa protection de la donnée intégrée. Et dans la réalité, et quand on regarde les shared responsibility models, c'est pas exactement le cas. Donc, on a commencé à créer notre solution à travers M365, puis on a enchaîné avec Google Workspace. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a créé une vraie solution multi-SaaS pour permettre en fait de répondre aujourd'hui, alors déjà aujourd'hui à 80, 90 solutions SaaS sur le marché, mais on répond qu'à une petite partie, puisqu'aujourd'hui, pour rappel, il y a 20 000 applications SaaS qui existent, et aujourd'hui, elles ont à peu près toute la même problématique. Donc ça, c'est
l'approche d'IQ dans ces environnements-là. Et pour vous aider à avoir cette vision-là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que justement, on a mis en place un outil. Et cet outil, en fait, c'est Airgraph. Airgraph, c'est quoi? C'est un outil qui va permettre de découvrir, en fait, les différentes applications qui sont au sein de votre entreprise. Parce que si on dit qu'on en a 20 000, ça veut dire qu'en moyenne, dans les entreprises, on dit que vous en avez 100, 200. Alors, des fois, vous avez que 3 utilisateurs sur une application SaaS. Hein. C'est pas obligatoirement l'ensemble. Vous n'avez pas toutes les applications SaaS avec l'ensemble de vos utilisateurs. Mais ce qui va être intéressant, c'est justement d'avoir la capacité à découvrir. Donc, vous avez sûrement un système d'authentification. On prend l'exemple d'Entra ID, mais ça pourrait être un Okta ou un autre produit. Et ça va vous permettre en fait de découvrir les applications SaaS en fait qui sont chez vous, et donc de vous permettre de constater si cette solution elle est ou pas protégée, et donc d'évaluer le risque en fonction de la criticité de cette application. Voilà. C'est Ça, c'est c'est ce qu'on fait aujourd'hui côté IQ. Christophe, ouais, tu veux rajouter quelque chose, je c'est sens. assez important cette notion d'approche du SaaS et cette notion de Airgraph. C'est aujourd'hui, nous, on le voit au travers de projets qu'on a chez différents clients et même avec des service providers. Il y a quand même un inconnu sur ce qu'on a dans le cloud. Avant, on parlait beaucoup de shadow IT. Aujourd'hui, c'est plus du shadow IT, hein, parce que les gens ne s'en cachent pas forcément. Et pourtant, moi, quand je fais des projets de découverte chez des clients, quand je travaille avec des partenaires pour découvrir, très souvent, on nous parle que d'Entra ID et de M365, mais derrière, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de services. Pareil sur la partie M365, on va nous parler que de quelques sites SharePoint et on va découvrir des centaines de sites SharePoint. Donc l'idée de se dire, pourquoi le SaaS, pourquoi Airgraph? C'est de se dire, qu'aujourd'hui, à marche forcée, les clients, les entreprises ou même les nouvelles entreprises qui se lancent, hein, vont vers le cloud parce que les nouveaux services existent par défaut en mode cloud. Et la question qu'il faut se poser, c'est: «Mais qui protège ces données?» Et à qui protège ces données? Xavier l'a dit, merci Xavier, c'est, bien souvent cette donnée elle est pas protégée ou il va y avoir qu'une corbeille et très souvent, ces données, vous allez pouvoir uniquement vous appuyer sur un modèle, cloud. Vous n'allez pas pouvoir être propriétaire de votre donnée, aussi bien d'un côté production que d'un côté backup. Je sais pas, David, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, alors effectivement, je suis en phase avec tout ce qui a été dit. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, il y a des cadres réglementaires, hein, notamment NIS2 et DORA, qui vont aller regarder justement la manière dont on protège les applications tierces. Et donc, il va vous être demandé de faire preuve de, et donc typiquement d'être en pleine connaissance, ou pas d'ailleurs, mais donc Mmh. d'être plutôt en pleine connaissance justement de la manière dont sont protégées vos applications SaaS. Puisqu'en général, elles sont relatives à des tiers, hein, et ça va vous être imposé. Donc effectivement, cet outil est merveilleux pour ça, c'est que ça va nous permettre véritablement d'avoir enfin une analyse visuelle, graphique, et qu'on va pouvoir utiliser au niveau des comités de direction pour pouvoir faire preuve d'eux. Donc ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Donc, si maintenant on s'intéresse à notre sujet, une fois qu'on a découvert toutes ces applications, on va s'intéresser à la celle du jour, hein, qui est l'environnement autour de M365. Aujourd'hui, je pense que c'est l'application la plus utilisée dans l'entreprise. En tout cas, quand on fait des stats, hein, c'est 90% dans les entreprises la solution qui est utilisée naturellement pour la communication. Hein. Et donc, naturellement, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est on a pu le constater depuis la pandémie, c'est une accélération des usages dans SharePoint, en fait. C'est qu'hier, ces outils étaient utilisés surtout à travers nos emails. Aujourd'hui, le SharePoint devient aussi un endroit où on va stocker nos données et un vrai partage, en fait. Donc ça, c'est important et on va voir pourquoi c'est important. Heu, Ce qui est important à regarder aussi, c'est quelle est la responsabilité de Microsoft au départ. Donc, quand on dit ça, on se dit, effectivement, c'est pas grave, je suis chez M365, naturellement, c'est protégé. En fait, souvent, on a on oublie juste une chose. En fait, vous avez des corbeilles qui sont limitées à 30 ou 90 jours. Alors, pour le mail, je pense que globalement, historiquement, c'était pas choquant parce qu'on a toujours eu l'habitude de nettoyer nos mails. On nous a toujours expliqué avec n'importe quel service informatique de nos entreprises que, le mail n'était pas un serveur de fichiers et qu'on n'avait pas à conserver nos documents dedans, ce qui est vrai. Par contre, le SharePoint, ce que je disais juste avant, c'est que c'est devenu un usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme vous pouvez constater, toutes les entreprises commencent à avoir des SharePoint d'entreprise. On partage à travers le SharePoint, on met l'ensemble de nos documents dedans et on va moins utiliser le serveur de fichiers. Et là, par contre, la limitation, c'est qu'est-ce qui se passe après mes 90 jours? En gros, si je travaille sur le bilan de mon entreprise, si j'ai supprimé malencontreusement, hein, mon document dans les 3, 4, 5, 6 mois et que je me rends compte qu'1 an après, quand je vais refaire mon bilan de mon entreprise, si je l'ai perdu, je l'ai perdu. Il a été supprimé et il a donc complètement disparu. Et ça, je pense que c'est important à bien voir, c'est que
qu'on va voir là dans cet environnement Microsoft sur cette responsabilité, c'est que ce n'est pas inclus dans l'outil, alors que pourtant, on pourrait croire que ça est inclus. Ouais, Donc, que vas-y. quand même, ce qui est intéressant là-dessus, je voudrais juste rappeler un point, c'est qu'aujourd'hui, le niveau de vigilance dans le cloud est clairement en dessous du niveau de vigilance qu'on a on-premise. Nous, on fait Bien des sûr. projets de sauvegarde toute l'année. Toute l'année, quand je travaille avec des clients et que je leur demande leur politique de sauvegarde, ils m'expliquent qu'ils ont besoin de rétention à minimum 1 mois, que pour les serveurs de fichiers, ils veulent au minimum 1 an et des sauvegardes annuelles, chose qui s'entend parce que vous pouvez avoir un employé qui est absent pendant une longue période, ça. Par contre, dès le moment où on bascule dans le cloud, toutes ces obligations, elles disparaissent et elles reviennent le jour où malheureusement il y a une panne. Ils se disent: «Ah mais on ne savait pas que dans SharePoint, au-delà de 30 jours, on avait des problèmes pour commencer à récupérer nos fichiers. On n'avait pas pensé à ce cas de figure». Ça, c'est un vrai cas d'usage de se dire, bah, dans le cloud, pourquoi est-ce que je baisse mon niveau d'exigence? Bah, souvent les gens le baissent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils s'adaptent à ce qu'il y a et alors qu'ils devraient garder ce niveau d'exigence. Moi, j'ai vu des projets de migration vers le cloud être freinés tout simplement parce que le client n'arrivait pas à garder son niveau d'exigence. Donc ça, il faut le rappeler, vous ne devez pas baisser votre vigilance parce que vous migrez vers le cloud. David? Ouais, je voulais juste ajouter quelque chose qui est important parce que, effectivement, sur ce sujet M365, quand vous regardez les conditions générales de vente, un classique de Microsoft, notamment sur M365, ils vous recommandent justement de sauvegarder vos données avec une application tierce. Donc ça, c'est intéressant parce que même si eux ont la capacité de vous proposer un outil, finalement, eux-mêmes vous recommandent de prendre un outil tierce. Donc c'est ça qu'il faut avoir en conscience parce que forcément, s'ils recommandent de prendre une application tierce, bah, c'est qu'ils n'ont pas forcément le niveau d'intégration qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui avec les solutions qu'on va vous apporter. Voilà. Donc le principe effectivement, ça va être de choisir une bonne solution, hein, qui va permettre justement de couvrir, bah, quoi? Bah, l'ensemble de la suite Microsoft. Je pense que c'est le point numéro 1, hein, c'est-à-dire de ne pas se dire: «Bah, est-ce que c'est seulement le mail? Est-ce que c'est seulement le SharePoint? Est-ce que c'est seulement Teams?» Bref, l'ensemble de la suite et c'est ce qu'on va être amené capable de pouvoir apporter. D'avoir une souveraineté, c'est-à-dire que se poser la question de: «Où est-ce que je mets ma donnée?» Une fois que j'ai sauvegardé, c'est bien, mais où est-ce que je la mets? Que ça soit simple et facile à utiliser, que ça vous protège complètement, en fait, des différentes attaques que vous pouvez avoir et moi, je rappellerai toujours, hein, que l'erreur numéro 1, c'est l'erreur humaine, hein. Hem Et enfin, bien sûr, cette capacité de choisir, en fait, ben, un environnement pour protéger mes applications. Ça, ce n'est peut-être pas seulement KM365, on pourra en parler par rapport à ces différents environnements. Donc, comment on va apporter cette vision-là et quelle est l'approche d'IQ par rapport à ça? Donc IQ a effectivement, comme vous l'avez compris, développé depuis certaines années une solution multi-SaaS, capable justement, de protéger et d'apporter, une vraie solution pour sauvegarder les éléments critiques des différentes applications SaaS. Ça, c'est le premier point et c'est-à-dire d'être capable dans le même environnement d'être capable de protéger mes différents outils, mes différentes applications critiques qui sont importantes pour moi dans mon entreprise. Pas seulement ma messagerie, mais aussi mon système d'authentification, mon système de gestion et autres, mes différents environnements. Donc ça, c'est ce que je vais pouvoir apporter en fait aujourd'hui euh, côté IQ. Et si on regarde M365, c'est globalement couvrir l'ensemble des éléments qui font que vous gérez aujourd'hui. Je dirais qu'à la limite, on n'invente rien, hein. Toutes les données peuvent être critiques. Pourquoi? Parce que c'est celles qu'on utilise tous les jours. Moi, j'utilise un OneDrive, j'utilise un SharePoint partagé ou non partagé. On fait du Teams toute la journée. Bref, on utilise des différents outils. La vraie question qu'on peut se poser, c'est si demain je faisais une erreur, est-ce que je suis capable de récupérer mes données? Donc, mes données sont critiques. Et la question à se poser, c'est pas seulement Exchange qui m'intéresse, c'est l'ensemble de mes systèmes. Donc une fois que j'ai dit ça, globalement, la question qu'on se pose et comment on va apporter ça, c'est où est-ce que je mets la donnée une fois que je l'ai sauvegardée? Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est effectivement de sauvegarder l'ensemble de ces différentes applications ou services de Microsoft 365. Ça, c'est le premier point. Heu, le deuxième point, tu as rajouté quelque chose entre-temps, Christophe? Non, non, je te laisse terminer, je dirai après ce slide. Je te laisse terminer. Ouais. Heu, ce qui est intéressant, c'est justement de sauvegarder l'ensemble, en fait, de vos environnements M365. Ça va être le premier point. D'être capable justement d'avoir pour vous la capacité de définir votre rétention, de définir où est-ce que vous voulez stocker la donnée, avoir une solution facile et simple à gérer. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas que vous ayez une personne qui soit dédiée à la sauvegarde de l'application SaaS. Non, au contraire, il faut que ça soit quelqu'un qui puisse manager les différents outils SaaS avec la même compétence. Je ne peux pas être un pro M365 ou un pro, je ne sais pas moi, Jira ou Okta ou ce qu'on veut. Mais pourtant, je vais être capable dans mon outil
utiliser simplement et facilement. Et enfin, c'est complètement l'intégrer à la possibilité justement de pouvoir stocker mes données où j'ai envie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir choisir du S3, on va pouvoir choisir une data domaine pour stocker mes données là où j'ai envie, quel que soit le pays. Ce qui est important, c'est que je sois marocain, que je sois suisse, que je sois canadien, que je sois français, je vais pouvoir avoir la possibilité de choisir où est-ce que je veux sauvegarder ma donnée. Vas-y, Christophe. C'est super intéressant. Et moi, je voulais insister sur cette partie gestion de la donnée. Euh, Aujourd'hui, chez IQ, nous, on a toujours eu cette approche de dire les clients doivent fournir leur propre stockage quand ils veulent faire de la sauvegarde. Et certains le savent, on avait une première version d'un produit où le client avait la capacité, lui, d'avoir du stockage fourni par IQ. Par rapport au contexte géopolitique qui est actuellement, par rapport également à des raisons étatiques qu'on voit de plus en plus, on a cette demande grandissante des clients à reprendre le contrôle de leurs données, pas uniquement la donnée de production, mais surtout la donnée de backup. Je vais être clair, hein, vous n'avez pas moyen de sortir d'Office 365. Par contre, vous avez cette capacité de dire, je veux avoir mes emails sauvegardés sur mon stockage, je veux avoir mes fichiers SharePoint sauvegardés sur mon stockage, et potentiellement se dire que si demain vous avez une coupure de chez Microsoft, pour des raisons d'une panne ou pour des raisons géopolitiques, ben, avec IQ, vous allez pouvoir réexporter vos fichiers dans un format lisible, réexporter des emails dans un format lisible. Et ça, c'est également le pouvoir que nous, on veut vous donner au travers de cette nouvelle solution, c'est le contrôle de votre donnée de bout en bout et le fait de pouvoir demain exporter ces données sans dépendre de la plateforme de production. Et c'est vraiment les demandes qu'aujourd'hui on voit qui grandissent dans le secteur public, comme je disais, pour des raisons étatiques ou autres. On a de plus en plus de clients qui disent, OK, on est chez Microsoft, on sait qu'on ne peut pas sortir de chez Microsoft. Par contre, si demain on a un problème, on veut pouvoir accéder à nos données, on ne veut pas avoir nos backups sur un cloud particulier. Autre chose, l'intérêt de Dell Data Domain, j'ai un peu participé à l'étude là-dessus et par rapport au rendement, nous aujourd'hui, on a une approche qui est très intéressante. Dell Data Domain va pouvoir permettre clairement de réduire l'empreinte de stockage utilisée pour la sauvegarde des données Office 365 et Exchange. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses sources de données dans les entreprises. Le fait de pouvoir réduire cette empreinte, bah, ça va avoir un bénéfice d'un point de vue stockage, premièrement, mais aussi d'un point de vue données. Donc, quand je parle de données, je parle de transit. On va réduire cet impact de transit, c'est-à-dire si vous envoyez les backups chez vous, le fait d'avoir de la data domain, ce sera beaucoup plus réduit que si vous avez un stockage lambda où on enverra du 1 pour 1. Là, on va envoyer du 1 pour 5, par exemple. Donc ça, c'est les points Tout à sur fait. lesquels je veux insister sur pourquoi nous, côté IQ, on a décidé de développer cette intégration avec Data Domain. Pourquoi est-ce que pour nous, elle est importante? Au-delà du côté sécurité technologique que David mettra beaucoup mieux en avant que moi, il y a tous ces avantages de performance qu'on va pouvoir amener, surtout de souveraineté. Donc justement, tu as bien raison, c'est un très bon rebondissement par rapport à ça. Bravo Christophe. Effectivement, depuis un an maintenant, en fait, on a choisi de développer en fait un gros partenariat avec Dell pour intégrer en natif la partie des déboosts. C'est quelque chose de nouveau qui a permis justement à IQ d'avoir un gros partenariat avec les environnements data domain. Et on le retrouve effectivement dans le monde on-premise. Ça, c'est déjà le premier point, et ce qui nous permet justement de s'intégrer et surtout de vous faire bénéficier en fait de toutes les fonctionnalités que vous connaissez ou que vous allez découvrir dans les produits data domain. Ça, c'est ce qu'a apporté IQ. Et aujourd'hui, bah, je pense que David, tu vas nous expliquer toute la valeur ajoutée qu'on peut trouver dans une data domain et dans les produits Dell en accompagnement de nos solutions. Donc, merci. Alors, très simplement, aujourd'hui, pourquoi on fait ce type de partenariat? C'est que pour nous, c'est important parce qu'on a aujourd'hui, Data Domain, c'est environ peu ou prou 65% du marché mondial des appliances, on va dire, de sauvegarde classiquement. Donc, c'est vrai qu'on a une part de marché qui est importante et on est un acteur quasi incontournable. Donc, aujourd'hui, ça va faire à peu près 15 années que Data Domain existe. On a des dizaines de milliers de systèmes qui tournent tous les jours. Et donc, c'est important pour nous de s'interfacer avec les acteurs majeurs qui ont des compétences spécifiques dans des domaines particuliers. Donc, on fait à la fois des généralistes et on fait à la fois des gens qu'on estime être en capacité d'apporter des choses chez les clients. Donc, c'est pour ça aussi que ce partenariat est né. C'est que en travaillant avec nos clients, vous savez, on regarde les acteurs qui émergent sur ce marché. Et effectivement, IQ nous a semblé être un acteur important avec lequel on se devait de nouer un partenariat et d'apporter une complémentarité d'une offre et donc d'être
aussi en capacité de pousser une offre unique sur le marché. Et c'est un petit peu ça qu'on va voir à travers les slides qu'on va passer derrière. C'est notre capacité de montrer un petit peu qu'est-ce qu'on apporte. Finalement, l'intérêt, c'est la complémentarité de l'offre. Aujourd'hui, comme vous le voyez, vous avez différentes solutions qui sont les clouds classiques qu'on va retrouver, GCP, AWS, Azure. Alors bien sûr, il y en a d'autres, mais on va se concentrer principalement sur les 3 grands hyperscalers. Comme vous le savez, aujourd'hui, comme toute solution cloud, ce qui coûte cher, c'est l'ingest. C'est-à-dire que dès qu'on doit sortir finalement des données, pour y aller, en général, ça se passe toujours très bien, les coûts sont relativement faibles, même si, attention, il faut faire une vraie différence entre le coût financier et le coût technique, c'est-à-dire la performance et la bande passante associée. Et c'est là-dessus qu'on va venir travailler grâce à l'intégration de nos solutions communes, c'est-à-dire que Datadomain faisant ce qu'on appelle de la déduplication, pour être très clair pour tout le monde, on coupe les chaînes en petits morceaux, et chaque petit morceau, quand il est envoyé une fois, il est stocké, envoyé qu'une seule et une seule fois. D'accord? Dès qu'il est connu, il n'est jamais renvoyé. Ce qui fait qu'on va minimiser très fortement la bande passante et l'envoi des données. Donc ça, c'est intéressant quand on y va, mais c'est aussi intéressant quand on en repart. Et donc, quand on va, grâce à IQ, sauvegarder toutes ces données qui seront dans ces différents hyperscalers, eh bien, on va être en capacité d'aller nous écrire sur un data domain, ce qu'on appelle virtuel. C'est exactement le même, qu'il soit physique, on-prem ou virtuel, dans le cloud ou chez vous, en virtuel, c'est exactement la même technologie. Il n'y a pas de notion où c'est un produit différent, c'est un produit qui est cross-platform, c'est exactement le même. La grande nouveauté, et ce qui est intéressant, c'est que depuis maintenant à peu près 5 ans, toutes nos data domaines virtuels, toutes nos solutions virtuelles sont disponibles dans les marketplaces de ces différents hyperscalers. Donc, vous pouvez soit l'acheter à travers la marketplace ou faire du bring your own license, c'est-à-dire avoir des licences que vous achetez et les apporter directement. C'est juste une clé d'activation et tout est disponible à travers la marketplace. Donc ça, c'est la valeur de base. Ce qui est intéressant, c'est justement quand on va sauvegarder ces données avec IQ, on va être en capacité d'aller pouvoir les écrire finalement, comme le disait Christophe, où on veut. C'est-à-dire pas uniquement sur les clouds publics, mais on est capable de le faire on-prem et faire plusieurs copies de la donnée. Parce que ça, c'est aussi des notions, vous le verrez, à travers les réglementations, il n'y a pas qu'une seule copie de la donnée. N'oubliez pas les choses que vous propose l'ANSSI, d'avoir plusieurs copies de la donnée sur plusieurs supports à plusieurs endroits. Donc ça, c'est toujours le maître mot de la résilience. Donc, pour aller maintenant plus en avant, parce qu'effectivement, il y a des questions sécuritaires qui vont avoir lieu, eh bien, le data domain, finalement, c'est quoi? Parce que vous pouvez me dire, on va faire ça sur une baie de stockage classique, etc. Non, c'est un système qui a été créé pour être durci. C'est-à-dire que on a un protocole qui est totalement propriétaire, on le verra après et on verra l'intérêt de l'avoir. Mais ce qui est intéressant sur une baie data domain, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle la déduplication. N'oubliez pas, on coupe toutes les chaînes qu'on va recevoir en petits morceaux. Et chaque petit morceau va être unique, c'est-à-dire qu'on va calculer comme une carte d'identité de chaque petit bloc. Et donc, à chaque fois qu'il y a un petit bloc qui est unique, comme vous le voyez, il va être stocké une seule fois. En gros, on a tout un tas de mécanismes à l'intérieur d'une baie data domain et on va être capable tous les jours d'analyser ces données. Donc, on vérifie 25% de l'entièreté des données qui sont sur une baie data domain par jour. Et sous une semaine, on vérifie l'entièreté des données. Aujourd'hui, aucune solution ne vérifie l'entièreté des données de sauvegarde. Aujourd'hui, les baies, classiquement, elles prennent des données au hasard et elles checkent pour savoir s'il n'y a pas aujourd'hui des problématiques liées à ça. C'est la seule plateforme qui le fait. Et pourquoi c'est important? N'oubliez pas, déduplication veut dire qu'un petit bloc peut être impliqué dans 1000 sauvegardes. Et donc, imaginez l'impact s'il y avait une corruption de ce petit bloc. Donc, pour faire ça, on a des systèmes durcis, on a du RAID 6, on a du hotspare dynamique pour éviter, vous savez, la double panne dans un RAID group pour les gens qui sont un peu techniques. Classiquement, vous avez plusieurs disques. Imaginez qu'il y en a un qui tombe en panne. Il y a de grandes chances que dans les séries, le disque juste à côté ou juste après tombe en panne également. Ouais. Et là, vous pouvez faire de la perte de données. Ouais. David, si je peux juste ajouter un truc quand tu parles de la déduplication, c'est imaginez dans votre société, quand vous envoyez un email, à combien de personnes vous l'envoyez. Donc potentiellement, juste un email, combien de fois il existe en double dans les différentes boîtes mail de votre société. Les fichiers que vous partagez au travers de vos emails, que vous partagez au travers de vos OneDrive et de vos SharePoint, combien de fois le même fichier, vous le retrouvez dans plusieurs OneDrive ou plusieurs SharePoint. Donc là, moi, je vous parle de réduction d'espace disque à l'objet. Donc l'objet, c'est un email, c'est un fichier. Et David, lui, il est encore plus fin dans ce qu'il vous explique. Il vous explique qu'il fait ça au niveau des blocs. Donc voilà, quand on parle de facteur de réduction, moi, je vous demande juste de vous poser cette question. Combien de fois le même mail existe dans la société? Combien de fois cet email est renvoyé parce qu'il est dans des chaînes de conversation, donc on a la donnée plusieurs fois.
Et ben ça, c'est typiquement des choses que Data Domain va savoir très bien réduire et du coup, on va avoir des taux de réduction phénoménales. Et donc, grâce à ça, ça va nous permettre, merci hein, Christophe, ça va nous permettre également de pouvoir les répliquer les données, puisque finalement, on va envoyer très très peu de données. Et ça va pouvoir mettre aussi, l'intérêt, c'est de faire passer ça sur des bandes passantes très très faibles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des choses qui coûtent énormément et en général, on doit faire des choix. Mais pour aller plus loin également, eh bien, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a discuté de NIS 2 DORA là, très rapidement. Il y a tout un tas d'obligations hein, qui vont. Donc, effectivement, on s'applique ce qu'on vend, hein, donc on est zéro trust, mais on va plus loin que ça. C'est-à-dire que n'oubliez pas que dans les normes NIS 2 DORA, vous aurez aussi toute l'audit de la chaîne d'approvisionnement. Donc, sachez que nous, on est compliance et donc on est capable de fournir tous ces éléments-là. Deuxième chose, l'immuabilité. Alors ça, c'est intéressant, hein, c'est le fait d'avoir des données non réinscriptibles. Sachez que c'est également demandé. Si on prend juste l'ANSI, hein, on demande de sanctuariser la donnée hein, et l'immuabilité. C'est tout ce qu'on demande. Donc ça, c'est de base hein, pour nous, mais on va encore plus loin. On va aller analyser ces données-là, mais ça, on le verra. On fait également du chiffrement, parce que c'est important, hein, de chiffrement de bout en bout. Et la partie MFA, n'oubliez pas, toujours pareil, NIS de DORA, c'est imposé. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra prendre en compte, et ça, c'est de base, bien sûr. J'insiste sur ce petit détail, l'horloge NTP. Ça paraît rien, mais vous savez, quand on fait de l'immuabilité, si quelqu'un vient jouer avec votre horloge, finalement, il peut corrompre toutes vos données et faire en sorte que votre immuabilité ne sert à rien. Faites attention, c'est très souvent le cas quand on a des notions juste logicielles. Là, on est sur une plateforme matérielle qu'on a durcie et qui est capable de faire ça. OK ? Je passerai sur le reste parce que c'est effectivement, ça fait partie inhérente du data domain. L'intérêt, c'est pourquoi on a fait finalement tout ça. On a créé un écosystème où finalement on a un SDK que l'on donne finalement aux acteurs type IQ aujourd'hui et on valide ensemble l'intégration qu'on veut en faire. Parce que dedans, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Il est très riche ce protocole. Il est durci, il est sécurisé, il est performant. Et donc, grâce à ça, eh bien, on choisit le niveau d'intégration qu'on va avoir. Et là, avec IQ, on a porté véritablement au maximum de ce qu'on était capable de faire dans des deboosts. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on va bénéficier à plein de la performance, je l'ai déjà expliqué, grâce à la déduplication. Donc le fait d'envoyer très peu de données fait qu'on va en restaurer très peu aussi, puisqu'il va se servir des données déjà potentiellement existantes et il ne va pas retransférer l'intégralité des données. Ça, c'est des choses qu'il faut avoir conscience parce qu'on va être beaucoup plus rapide que les solutions traditionnelles et classiques du marché. Deuxième chose, on va aider à réduire les coûts, hein, puisque comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi l'espace au sol, hein, parce que vous savez que si on est hébergé dans le data center, c'est pas neutre. Hein. KVA, BTU, des choses classiques et le nombre de U, ça, c'est des choses, des discours qu'on entend souvent. Donc, c'est aussi ça notre démarche, c'est d'être à la fois aussi éco-responsable, hein, il faut aussi participer à la RSE, et enfin, se permettre d'avoir une intégration qui soit complètement transparente. L'objectif, c'est pas que vous ayez à manager quelque chose de supplémentaire. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que vous, votre intérêt, c'est de manager à travers la console IQ vos backups. Une fois que c'est fait, c'est d'oublier que IQ va aller écrire sur un data domain qui va être capable, lui, de se répliquer de manière souveraine, soit on-premise si c'est ce que vous souhaitez, de manière sécurisée. Mais ça, à la limite, je vais dire, c'est ce qu'il y a derrière la scène. L'objectif pour vous, c'est véritablement de continuer à utiliser votre service, pas autre chose. Et effectivement, je pense que c'est la target. Après, effectivement, ça va être de sauvegarder effectivement ces différents axes et de protéger. On voit, c'est pas seulement M365, mais aussi c'est les produits qui vont tourner autour. Effectivement, en s'appuyant sur cette technologie-là, en s'appuyant sur cette capacité de dédupliquer, mais en même temps, en se posant la question, c'est qu'une fois que j'ai regardé mon M365, est-ce que je ne dois pas me poser des questions pour protéger mes environnements Azure, mais également mes services hein, et on parlait de l'authentification, par exemple Entra ID, qui est souvent le premier produit associé à Microsoft qu'on va rencontrer autour de M365. Ouais, sur Entra ID, pour moi, c'est simple, hein. Si je dois résumer, quand on est en on-premise, ça choque personne. C'est même une recommandation première de sauvegarder un Active Directory. C'est la question Oui. qu'on nous pose, hein. Il faut sauvegarder mon Active Directory, alors que c'est le service qui est sûrement le plus répliqué et redondant dans une entreprise, hein. Il n'y a jamais moins de 2 domaines contrôleurs et souvent des dizaines. Et par contre, il faut le sauvegarder. Par contre, il faut penser également à backuper l'Entra ID parce que l'Entra ID, si demain vous êtes complètement détruit, que nous on vous restaure vos boîtes mail, mais que vous n'avez pas votre annuaire, ça sert à rien. Et de la même façon, dans l'Entra ID, vous n'avez pas tout ce qu'il y a dans votre Active Directory, vous avez plus de choses. Donc il est important de se dire: «Je sauvegarde la donnée, je sauvegarde l'identité qui a accès à cette donnée, je sauvegarde mes access policies, je sauvegarde mes groupes, je sauvegarde tout ce qui va être dans mon Entra ID». Ça, on l'insiste. Et aussi, nous, ce qu'on découvre
de plus en plus, hein, c'est que vous n'allez pas faire que de l'identité, vous n'allez pas faire que du collaboratif avec la suite Microsoft. Vous allez potentiellement avoir quelques machines virtuelles, vous allez potentiellement avoir du Cloud SQL, vous allez potentiellement avoir des blobs. Donc, vous allez avoir différents services. Et puis, quand on regarde encore un peu plus large, on se dit oui, mais en fin de compte, il n'y a pas que du Microsoft. Peut-être qu'il y a une unité chez vous qui fait de la R&D et qui est fan de Google. Donc, il va y avoir des services sur Google. Peut-être qu'on a des gens qui sont très orientés Amazon. Donc, on va avoir des services sur Amazon. Et je ne parle pas de machine virtuelle forcément. Je parle vraiment de services. Je parle de Lambda, je parle de Cloud SQL, je parle de BigQuery, je parle de services cloud, de services SaaS. Les choses qui font que vous réussissez une bascule vers le cloud. Et puis, ça, c'est ce que vous allez construire. Mais il y a aussi les services auxquels vous allez vous abonner. Donc, vous allez peut-être vous abonner à du DocuSign parce que vous avez besoin de ça pour faire du juridique. Vous Petit allez avocat? avoir si vous êtes un avocat, vous allez avoir du iManage. Si vous êtes développeur, vous allez certainement avoir du Git ou peut-être même du Terraform. Peut-être que pour votre identité, ça va peut être Entra ID, mais ça va être Okta. Et donc, l'idée, c'est de se dire que tous ces services, au travers d'une seule console, vous allez pouvoir les gérer. Ce sont ces services que Airgraph va vous aider à découvrir et c'est grâce à Datadomain que vous allez pouvoir ramener cette donnée on-premise. Donc, l'idée, c'est de se dire, on est la solution unique pour gérer un ensemble de workload cloud/SaaS vers le stockage de votre choix qui vous appartient et vous gardez le contrôle de la donnée. Tout à fait. Je pense que c'est un très bon résumé, mais ce slide vous permettrait de voir vraiment et de regarder peut-être les sujets qui peuvent vous intéresser et de pouvoir justement associer IQ à sauvegarder un environnement et surtout également se projeter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être que du M365, mais demain, vous réfléchirez à sauvegarder effectivement un GitHub ou un autre produit et se dire qu'aujourd'hui, IQ va vous accompagner dans l'ensemble de ces différents produits. Alors, ce qu'on vous propose à la suite, c'est vous pouvez aller par vous-même, hein, il y a des datasheets qui existent, je vous invite à les télécharger. Bien sûr, vous allez pouvoir, retrouver la présentation qu'on va vous partager derrière, voir un tour de produit. On a mis en place directement sur le site web, heu, des petites stories qui vous permettent de découvrir la solution et puis bien sûr avec les équipes, de Dell, d'IQ, de découvrir la solution, de mettre en place un POC et de vous permettre de découvrir et c'est pour ça que je veux vous remercier, ce que va vous présenter maintenant Christophe. Christophe, je te laisse la main, voilà, pour, lancer et nous faire, rêver ou pas rêver, je sais pas d'ailleurs, c'est Ou pas si pas, tu es en forme ou pas. Tu es ou en pas, forme ou pas aujourd'hui? Ouais, ouais, ou, ouais, ou petite pas. forme, non? Ou pas. Donc normalement, vous pouvez voir mon écran. En effet, je vais essayer de vous représenter un petit peu tout ce qu'on a dit. J'espère qu'il n'y aura pas d'effet démo. Et voilà. Donc pour résumer, donc IQ, nous, ce qu'on vous propose, c'est une plateforme en mode SaaS sur laquelle vous allez vous inscrire avec soit seul ou avec l'accompagnement d'IQ. Euh, Très simplement. Avant de continuer, donc sur le slide d'avant, vous aviez parlé d'un Microsoft Tour. Je vous invite vraiment à récupérer la vidéo du Microsoft Tour. Ça sera sûrement mieux que ma démo. Vous comprenez en 10 étapes comment Et il est mettre en place modeste une aujourd'hui, sauvegarde, comment enfin, ça c'est marche. terrible. Et ça se repartage en interne avec des équipes, mais c'est vraiment la vidéo pour comprendre la base. Alors, nous, notre application, comment ça fonctionne? Donc, on l'a dit en introduction, vous arrivez sur AirCloud. Et AirCloud, la première chose qu'on va vous demander, on va vous demander si vous utilisez typiquement de l'Entra ID, de l'Okta ou un autre IDP. Si vous avez ce genre de service au sein de votre entreprise, nous, on va être capable de vous faire ce qu'on appelle AirGraph. Donc AirGraph, c'est la liste de toutes les applications qu'on va découvrir dépendant de votre IDP. Donc là, moi, typiquement, ça a découvert beaucoup d'applications. Il y en a certaines que j'ai ajoutées à la main. Et par rapport à ça, je suis capable de dire je veux ou je ne veux pas protéger une application. Je suis capable de, si jamais elle est protégée, de voir le niveau de protection. Si c'est une application qui n'est pas supportée par IQ, je vais pouvoir faire de la demande pour dire moi, j'aimerais bien requester ce module. Et puis, j'ai aussi des informations sur est-ce que par défaut, il existe ou pas de la sauvegarde. Alors, certaines fois, on va vous dire oui, il y a un backup automatique. Certaines fois, on va vous dire il y a un self-service restore. Certaines fois, on va vous dire qu'il n'y a rien. Attention à prendre des pincettes. Les outils qui disent qu'il y a du backup automatique, ça ne veut pas dire qu'il y a de la restore. Et même, il faut faire attention à ce qu'il y a comme restore. Par exemple, certaines plateformes vous disent vous êtes capable de faire un export de votre config, mais en cas de souci, vous ne pouvez pas réimporter l'export. Ou en cas de souci, vous devez réimporter tout l'export. C'est un peu comme si je vous dis que si vous perdez un fichier sur votre serveur de fichiers, vous devez restaurer tout le serveur de fichiers ou rien. Vous ne pouvez pas restaurer qu'un fichier. Donc, il faut toujours faire attention quand certains éditeurs disent qu'ils ont de la sauvegarde. Donc, une fois qu'on a cette carte, on va pouvoir mettre en place de la sauvegarde très simplement, donc soit en passant directement
par le graphe ou en passant par la marketplace. Et la marketplace, c'est à cet endroit que vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des produits aujourd'hui protégés par IQ. Donc, on l'a dit, hein, il y a des produits de la famille Amazon, des produits de la famille Atlassian, des produits de la famille Google, des produits de la famille Microsoft qui vont apparaître avec différents modules, donc du 365, du Planner, de l'Azure et ainsi de suite. Et donc, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner votre application. Allez créer un connecteur au niveau de votre Entra ID, donc c'est très simple, hein. Vous allez sur votre environnement Microsoft, vous créez une application, vous récupérez le tenant, l'access et tout ce qui va avec et vous l'ajoutez dans IQ. Dès le moment où c'est ajouté dans IQ, on va pouvoir travailler avec votre application. Donc moi, je l'ai classé dans ce qu'on appelle un protection set, c'est un tenant, donc on peut se permettre de segmenter les sauvegardes. Donc je dis, j'ai mon environnement Atlassian à gauche, j'ai mon environnement M365 à droite, ce qui veut dire que c'est pas les mêmes personnes qui vont forcément gérer, la sauvegarde. Et donc une fois que j'ai ajouté mon environnement M365, je vais avoir l'ensemble de mes boîtes mail, l'ensemble de mes OneDrive, l'ensemble de mes SharePoint, de mes Teams qui vont apparaître. À partir de là, je suis capable de faire de la sauvegarde. Pour faire de la sauvegarde, je vais devoir ajouter un stockage. Donc mon stockage, il peut soit être de type cloud ou de type data domaine, virtual edition. Donc, je vais vraiment avoir le contrôle là-dessus. Si je veux faire de la data domaine, c'est pas compliqué. Je dois juste ajouter des informations pour me connecter à ma data domaine. Donc, je vais dire, ben moi, j'ai différents types de stockage qui sont disponibles. Je veux ajouter mon stockage data domaine, je vais aller l'ajouter. Et puis ensuite, à fur et à mesure, je fournirai les informations de mes storage units et ainsi de suite. C'est pas plus compliqué. On a vraiment une intégration native avec data domaine. On ne vous demande pas de déployer des proxys, des choses comme ça pour pouvoir parler avec la data domaine. Ça va être native. Et bien sûr, c'est vous qui avez le contrôle sur le transit, quand il y a la sauvegarde. Une fois que j'ai mis ça en place, va venir la question de, bah, comment est-ce que j'opère? Bah, vous allez pouvoir effectuer, des restaurations très simplement. Vous avez l'ensemble des points de restauration qui apparaissent, pour une boîte mail, comme je l'ai dit, ou pour un Exchange, ou pour un OneDrive, un SharePoint, un Teams, et il vous suffit de cliquer sur le bouton Restore pour pouvoir effectuer votre restauration. Donc vous cliquez sur le bouton Restore, vous patientez environ 10 secondes. Qu'est-ce qui se passe pendant ces quelques secondes? En fin de compte, nous, on pop un worker au niveau de votre environnement et c'est ce worker qui va travailler. Donc en clair, la donnée ne repasse pas par ShareIQ. La donnée va directement transiter de votre stockage de backup vers votre tenant Office 365. Une fois que le worker il est popé, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez restaurer. Donc on va toujours vous donner différents niveaux de restauration, que ce soit sur une boîte mail, sur un OneDrive ou un SharePoint. Vous allez choisir ce que vous voulez restaurer. Donc soit je restaure toute ma boîte mail, par exemple, soit je vais aller restaurer un dossier, soit je vais aller restaurer, bah, un email, je vais aller restaurer une pièce jointe, je vais aller restaurer, des contacts root folder, je vais aller restaurer, des calendriers, des tâches, des mailbox settings. Donc on va vraiment avoir différents types d'objets qu'on va sauvegarder au niveau d'une boîte mail et qu'on va pouvoir vous donner en capacité de restauration. Vous allez pouvoir également jouer sur le fait de dire, bah, est-ce que vous voulez voir le backup du premier, du 2, du 3? Donc vous n'avez pas besoin de ressortir et de re-rentrer à chaque fois, hein, c'est vous choisissez. Ou bien vous dites, bah, moi je veux voir toutes les versions de ma mailbox et je choisis quelle version je veux restaurer ou exporter. Et ensuite, ben, vous validez et votre opération elle est faite. Moi, ce que j'aime à dire, c'est pour utiliser les solutions IQ, vous n'avez pas besoin d'être un expert de la sauvegarde, pour pouvoir gérer votre backup, Exchange et vous n'avez pas besoin non plus d'être un expert de Exchange pour pouvoir gérer le backup de votre Exchange. Donc c'est vraiment à la croisée des mondes. Un admin Exchange va pouvoir s'y retrouver, donc vous allez pouvoir déléguer à l'admin Exchange des capacités de restauration sur l'environnement et l'admin de backup, lui, va pouvoir très facilement ajouter, les objets qu'il souhaite sauvegarder. Autre chose, on en a parlé, hein, tout à l'heure, mais une fois qu'on a dit ça, je rebascule plutôt sur celui-là. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même noter que c'est vous qui avez le contrôle de la fréquence des sauvegardes. Donc c'est vous qui allez dire à quelle fréquence vous sauvegardez, c'est vous qui allez dire à quelle heure vous souhaitez sauvegarder, c'est vous qui allez dire si vous souhaitez avoir une copie de vos sauvegardes sur un deuxième stockage, c'est vous qui allez définir si vous souhaitez avoir des rétentions longues. Vous avez vraiment un contrôle à 100%. Je vais prendre un exemple. Vous avez des stagiaires, bah, vous allez peut-être dire, bah, eux, les stagiaires, on les sauvegarde que pendant 6 mois, alors que les VIP, on garde les boîtes mail pendant 5 ans et les SharePoint, on garde la donnée pendant 10 ans. C'est vous qui avez ce contrôle, qui allez pouvoir créer différentes politiques par rapport à différentes populations et attacher les bonnes règles, aux bons settings. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est de se dire: «J'ai pas besoin de tout garder pendant 10 ans.
J'ai pas besoin de non plus avoir tout pendant 3 mois parce que c'est pas assez. J'ai besoin d'un juste milieu, j'ai besoin d'être hétérogène parce que j'ai des populations hétérogènes, j'ai des besoins qui sont hétérogènes et ça, on va pouvoir s'adapter. Tout ça vers votre, stockage data domaine et avec une optimisation de la donnée. Donc donc très simplement, nous, c'est ça qu'on vous propose aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il y a la petite vidéo, qui sera dans le tour que vous pouvez revoir pour, bien qu'on vous explique les étapes. Si vous avez la moindre question sur comment ça fonctionne, comment ça s'intègre avec Data Domain, les prérequis qu'il faut vraiment rentrer dans les détails, il n'y a pas de souci à faire une session avec vous, travailler sur un design, savoir c'est quoi votre volumétrie, savoir c'est quoi le nombre d'utilisateurs, éventuellement mettre en place un test, hein, il y a aucun souci pour mettre en place des tests. Faire une étape de découverte grâce à Airgraph. On peut également vous accompagner sur des étapes de découverte grâce à Airgraph et ensuite avancer ensemble. Voilà. Merci. Alors, apparemment, il y a des questions dans le chat. Donc, Exact. est-ce que tu veux que je les lise et puis on regarde comment Allez, vas-y David. C'est à votre tour. Il y en avait connaître. 8, j'en ai déjà répondu à 4. C'est à votre tour. Moi, ça y est, j'ai fini. Ah, déjà? Alors, Ah, je sais pas à le euh, croire. la première question, c'est sur EntraID, on sauvegarde les objets PC. Alors, sur Entra ID, il faudra que je valide. Je sais qu'on sauvegarde les utilisateurs. Les PC, je suis pas sûr. Les PC, je suis pas sûr. On a à peu près une 10-15 configurations qu'on backup dans Entra ID, donc c'est assez poussé. Les PC, je suis pas sûr. OK. Je vais passer déjà celle que tu as répondu, comme ça peut servir à tout le monde, parce que je ne suis pas Ouais, sûr que tout le monde les ait. Alors, sur Entra ID Discovery est un raccourci de la fonction MS Defender for Cloud Apps eDiscovery for Shadow IT. Non, c'est pas ça, alors c'est ce que je disais, hein, c'est pas du tout la même fonction. Nous, c'est une pure fonction développée par IQ qui ne dépend pas que de Entra ID, qu'on peut utiliser avec d'autres outils type Okta, et qui va vraiment aller s'appuyer sur la liste des applications configurées. Donc, c'est une autre approche. D'accord, merci. Alors, Pourquoi nous n'avons pas les mêmes exigences? oui, Peut-être à cause des tarifs. Les exigences, ça dépend, hein, c'est vraiment, votre secteur d'activité, votre besoin, votre volumétrie, votre pays. Nous, on voit de tout et de rien en termes d'exigences. tout à fait. Donc, oui, alors voilà. après, effectivement, là, les lois qu'on a évoquées sont européennes, mais si on prend, je vais dire, les autres pays, il y a aussi des régulations dans tous les pays et dans Voilà, tous les Tout secteurs. à Donc, fait. effectivement, voilà. À vérifier en fonction du pays, on est tous voilà. d'accord. Mais typiquement dans une banque ou dans une industrie, je dirais, critique pour le pays, bien sûr, vous allez avoir plus d'exigences que si vous êtes un entre guillemets, «un fabricant de burgers». Voilà, et encore, ça dépend pour qui vous faites des burgers. Quels sont les prérequis techniques pour l'adhérence à l'écosystème M365? Alors, c'est ce que je disais dans ma réponse, hein, moi, chez IQ, on est assez simple. La première chose, c'est la source. Donc la source, c'est votre tenant. Donc nous, il faut nous fournir un accès à votre tenant en créant une application à votre tenant. La deuxième des choses, ça va être, bah, de fournir du stockage pour stocker vos backups. Et la troisième, c'est de nous accorder un petit peu de temps pour qu'on vous aide à faire ce setup. C'est vraiment simple, regardez le mini tour. Le mini tour, c'est vraiment, ça réexplique ça peut-être un peu mieux que la démo, je sais pas, on verra. Aujourd'hui, je suis là, mais c'est simple, c'est simple. Vous n'avez pas besoin d'être un expert M365, vous n'avez pas besoin d'être un expert du backup. Venez juste, voilà. Bien sûr, l'exigence par rapport à tout ça, c'est d'avoir des droits d'admin. Au moment où nous, on va avoir besoin de quelqu'un qui a des droits d'admin pour nous fournir des accès, on va avoir besoin de quelqu'un qui a des droits d'admin sur le stockage pour créer un volume, ça, c'est évident. OK. Quelle est la durée du temps de sauvegarde moyen? Est-ce que c'est beaucoup plus lent qu'avec une solution Microsoft? Alors, Alors, on dépend tous des API de Microsoft, donc ça, c'est la chose à savoir. Et après, ça dépend du nombre et de la taille des objets. Backuper un mail de 1 giga et backuper 1000 mails de 1 méga, c'est pas du tout la même perf. oui, et puis moi je rajouterais, ça dépend où tu veux mettre ta donnée. Parce Et que, ça encore dépend une où tu veux mettre fois, la donnée. on parlait du discours de la souveraineté, donc effectivement, c'est très dépendant de pas mal de paramètres. C'est-à-dire que si vous voulez vous mettre vos données on-prem et que vous avez un tuyau qui est tout petit, effectivement, c'est pas la même chose et c'est pas le même volume de data que vous allez faire passer. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut qualifier. En tout cas, on a tous les abacs, on a toute la manière de vous accompagner. On va même dans des process de POC, hein, si besoin. OK?
Alors après, il y avait encore un certain nombre de questions et je pense qu'on n'a pas répondu à tout. Ouais, il faut Heu, que tu fasses la deuxième. Vas-y. ouais, on parle beaucoup de la donnée. Faites-vous des sauvegardes des paramètres de configuration service de 365? Non, aujourd'hui, on sauvegarde donc en effet la donnée, on sauvegarde, les paramètres, ce qu'on appelle les mailbox settings, mais pas les paramètres de configuration service. Peut-être quelque chose qui arrivera dans le futur, c'est pas une question qu'on a l'habitude d'avoir, celle-ci. OK. Voilà, bah, en tout cas, la réponse est, soit ça sera dans les roadmaps, mais en tout cas pas aujourd'hui. Voilà. Par rapport à ma question précédente, le stockage doit-il être permanent et quel sizing? Alors le sizing, c'est nous qui nous en occupons, donc on se base sur vos données pour effectuer le sizing avec Dell, typiquement, c'est du data domain. Et bah, oui, permanent, bah, si c'est le stockage qui va contenir entre guillemets vos backups, oui, il sera permanent ce stockage. Par contre, il y a pas une connexion permanente au stockage. Donc nous, on établit une connexion au stockage qu'au moment des backups et au moment des restores, mais quand on travaille pas, on n'est pas connecté au stockage. Et pour, compléter, comment ça se passe, chez nous, un sizing? Pour information, on a des dizaines de milliers de data domaines qui, tous les jours, envoient un autosupport avec les taux de déduplication par nature de données, tous les jours. Donc ce qui fait qu'on a un outil qui est, très puissant, c'est-à-dire qu'au plus on est précis sur la nature de vos données, au plus on est précis dans le sizing et on prend même des engagements sur la taille du sizing si jamais on a besoin, sachez-le. Voilà. Alors, question suivante, est-ce qu'on va nous partager le PowerPoint? Bien sûr. Notre équipe Heu, marketing va se charger de partager le PowerPoint, la vidéo, tout ce qui va bien sur l'ensemble de ce que vous aurez pu voir aujourd'hui. La console AirCloud est-elle disponible pour les MSP? oui, elle est Oui, disponible. ça y est, c'est parti. Voilà. Alors, si le client possède 2 data domaines, possible d'activer la fonctionnalité Cyber Recovery avec ses données backupées? Donc ça, c'est la première partie de la question. Donc je vais tout de suite répondre. Ouais. Donc la réponse est, oui, bien sûr, il y a pas de problème, hein, à partir du moment où vous avez, 2 data domaines, la fonctionnalité Cyber Recovery, il y a aucun souci. Donc ça, pas de problème. La deuxième partie, faut-il un M3 différent? Bah, ça dépend de ce que vous allez vouloir mettre dans votre sanctuaire. Donc ça, c'est juste le design, hein. Donc, selon ça, il y aura peut-être, 1 ou plusieurs M3. Ça dépendra de ce que vous voulez souhaiter, mettre dans votre vault, dans votre sanctuaire. Pouvons-nous choisir les balles à backuper ou c'est l'ensemble du tenant obligatoirement? Donc oui, on peut choisir les balles à backuper, on n'est pas obligé de Tout à sauvegarder fait. l'ensemble du tenant. C'est mieux, remarquez, hein. Il y a des gens qu'on C'est n'aime plus pas dans la pratique, ouais. société. Il y a des gens qu'on C'est n'aime pas, ça. donc eux, on les backup pas. Non, C'est ceux-là, ouais, en général, c'est ça la règle. C'est ceux qu'on n'aime pas qu'on backup pas, en fait. Ou c'est la donnée qu'on veut pas retrouver qu'on backup pas aussi. non, mais on a souvent ce type de questions, tu sais, avec les fameux débats des VIP versus. C'est ça, tout à fait. Ou tout simplement les centres logistiques, par exemple, où il y a pas les utilisateurs n'ont pas besoin de backuper leurs données. Enfin bon, il y a plein d'exemples, mais effectivement, il y a le choix. Quel est le tarif de votre solution? On pourra tout va dépendre, en fait, de la quantité, bien sûr. Si vous avez 10 users ou si vous en avez 10 000, les prix varieront, bien sûr. Si vous voulez intégrer de l'Entra ID avec ou pas. Heu, Aujourd'hui, on parle en quelques euros par mois, hein, voilà, c'est ça les tarifs. Mais je vous invite à nous consulter pour rentrer plus dans le détail par rapport à ça. Oui, bien Mmh. sûr, hein, il y a des tarifs, classiques publics, on va dire et après, effectivement, ça dépend au cas par cas de ce que vous allez vouloir. Parce qu'effectivement, si on ajoute des rétentions versus une journée, c'est pas la même chose. Donc, voilà, faut juste qu'on fasse un petit design, ça prend pas longtemps et vous aurez une réponse très rapidement. Par contre, là, effectivement, je réponds en même temps à la dernière question de Fabrice, qui est à la fin sur le modèle économique. Comme ça traitera les 2 réponses. Effectivement, c'est un tarif au user, ça sera ça la base. En fait, côté de la licence, en fait, vous allez définir effectivement, comme on l'a dit, le nombre de users et qui va déterminer en fait le prix par mensualité, enfin par mois, si le calcul est fait par mois, même si ça va être des contrats annuels, du nombre de users que vous avez choisi de backuper. Voilà, c'est basé par rapport aux users et puis après naturellement, le stockage avec les équipes de Dell au niveau de la data domaine pour savoir, qu'est-ce que ça représente comme type de volumétrie. Bien sûr. Alors Mmh. après, que faut-il déployer on-prem pour du backup 365 avec une data domaine virtuelle et une data domaine on-prem? Bah, une data domain. On-prem, vous déployez pas de service. À Non, je part pense que votre c'est ouais, voilà, voilà. OK. À part Ça, votre c'est stockage, vous déployez rien, vous mettez votre data domain si vous l'avez pas déjà. Nous, quand même, le schéma
qu'on vous recommanderait, c'est que si vous avez déjà une data domain on-prem, c'est quand même bien d'avoir une DDVE dans le cloud, ce qui permettrait de réduire drastiquement les frais d'ingress. Donc IQ qui backup vers une DDVE dans le cloud et qui répliquerait vers une data domain on-prem, par exemple. Mais le transit, voilà. Après, ça revient tout à l'heure à la question du cyber recovery et autres. Nous, on est pour ce modèle à 2DD. Ah, alors, comment est-ce que Dell se positionne sa solution PPDM en sachant que de plus en plus de workloads comme Exchange sont migrés vers le cloud et que les besoins de sauvegarder de l'on-premise diminuent? Est-ce que ces fonctionnalités seront simplement retirées de PPDM? Très très bonne question. Alors non, il n'y a pas de concurrence où PPDM fait quelque chose, IQ fait autre chose. On fait des choses complémentaires. Il faut savoir que dans notre solution PPDM, on intègre de plus en plus la solution IQ, donc vous la verrez dans nos interfaces, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de compétition, ça répond à des besoins qu'on n'a pas aujourd'hui. Alors, les besoins, tout migre vers le cloud et il y a de moins en moins on-prem. Alors, c'est vrai pour les applications legacy, c'est pas toujours le cas. Enfin, nous, ce qu'on observe, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a une vraie volonté de redescendre de plus en plus de données du cloud vers le on-prem. Donc, non, il n'y a pas de notion aujourd'hui sur PPDM où on va enlever des choses. PPDM progresse comme il le fait chaque année et IQ vient compléter puisqu'il y a des choses que soit on ne fera pas, soit on ne fera pas tout de suite. Et aujourd'hui, il y a une demande, il y a un marché et on a une complémentarité de notre offre. Donc typiquement, toutes les applications savent, comme on l'a vu, effectivement, la solution avec laquelle on travaille, c'est notre solution et notre partenariat aujourd'hui. Voilà. Après, avez-vous des conditions spéciales pour les non-profit organisations? Alors, il n'y a pas de tarification spéciale, mais effectivement, on est capable de faire des offres spéciales concernant les organisations non-profit. Tout à fait. Après, nous, en tant que Dell, on a des choses comme ça, donc effectivement, Voilà. on pourra en discuter et vous en faire bénéficier. Voilà, je pense qu'on a fait le Je crois tour. qu'on a fait le tour de toutes les questions. Ah, il Encore, reste une petite encore. dernière. Ah, une dernière. Alors, tuc, vient d'arriver. Est-ce qu'il y a une intégration prévue dans la console PPDM, gestion des policiers ou autre, ou déjà d'un link vers l'interface IQ? Alors, Donc, moi, je vais y répondre. On est en train de travailler sur des intégrations, en effet. Alors, on a commencé à travailler sur tout ce qui était d'abord la partie reporting. Donc ça, c'est la première brique qui est en place, parce que l'idée, c'est de se dire surtout comment j'optimise déjà ma visualisation. On se pose des questions sur des intégrations plus poussées, au-delà d'un link, en effet. Aujourd'hui, c'est de l'étude. C'est de l'étude, on regarde ce qui est possible, parce que bien sûr, c'est pas juste un bouton à développer. C'est de l'intégration au niveau API, c'est de l'interface, c'est pas mal de choses. Mais on a déjà attaqué la couche reporting qui était la plus demandée par les premiers clients. Et avec des beaux résultats d'ailleurs. ah. Donc sachez que, en tout cas, pour répondre à cette question-là, oui, on travaille tous les jours, on avance et on regarde ce qui fait sens et ce qui ne fait pas. Donc ça ne sert à rien de se lancer dans des intégrations si ça apporte rien au client. Donc c'est en ça où on regarde quel est le meilleur des mondes. Voilà, tout simplement. OK? Parfait. Je pense que c'était la dernière question qu'on pouvait répondre Oui. dans le temps imparti. Merci à tous. Merci David. Merci Christophe pour cette animation très dynamique et ce jeu de questions-réponses. On vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi ou une très bonne journée. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci, à Bonne bientôt. journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.